Bon, bonjour et bienvenue pour cette dernière conférence de la journée. Je vous remercie d'être resté. Donc je suis venu avec mon compagnon qui est un rover et puis avec mes deux fidèles assistantes qui sont mes deux filles. Donc je vais vous parler des STEAM pour le maker et l'inventeur, précisant d'abord ce que sont les STEAM et ce que ça recouvre. Pour les jeunes générations, c'est également un site de téléchargement de jeux vidéo qui est assez populaire. Mais là, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis ingénieur et directeur de projet et maintenant manager public. Et j'ai animé à plusieurs reprises et pendant plusieurs années des équipes dont deux représentantes sont ici pour les trophées de la robotique à Planète Science et également des formations à la programmation avec M-Block et à la robotique. Donc j'ai développé une approche pédagogique qui est basée sur la technologie, la science, les maths entre autres, et qui se retrouve bien dans la philosophie, on va dire, de STEAM. Donc, STEAM, c'est l'acronyme de science, technologie, que j'ai francisé. C'est une remarque du conférencier précédent. Engineering, que j'ai laissé en anglais parce qu'on tend à le traduire par ingénierie, mais c'est un peu plus connu par engineering dans le domaine. Maths. Et au départ, ça s'arrêtait là parce qu'on parlait surtout de STEM. Dans le monde anglo-saxon, surtout, c'est très développé, très populaire. On trouve beaucoup de sites et d'actions. Le STEM est une démarche donc, qui inclut ces 4 disciplines et qui vise les élèves de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée pour le développement de compétences en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. En France, on est un petit peu plus en retard. Par exemple, au salon EduSpot, qui est dédié à l'éducation aux sciences et aux techniques et aux sciences et aux techniques pour l'éducation, le constat a été fait qu'au niveau européen, en 2020-2025, il manquera à peu près 800 000 ingénieurs et techniciens pour relever les défis technologiques de ce siècle. Donc, le STEM a évolué avec un petit ajout. On a ajouté le A de art. C'est une approche également anglo-saxonne qui a évolué vers l'art parce qu'on a remarqué qu'il y avait une relation qui était duale entre ces 4 domaines et le domaine des arts. Le premier, c'est que les arts stimulent la créativité, en faisant notamment travailler notre partie du cerveau, qui est le cerveau droit. Et le deuxième, c'est que les 4 technologies, les 4 domaines s'appliquent bien à la création d'objets artistiques animés, voire connectés. Donc cette dimension était intéressante parce qu'elle permettait l'abstraction, l'esthétique, et elle était peut-être un peu moins cartésienne pour nous, Français, que l'approche des 4 autres. Donc le STEAM s'est développé également. Certains logos ont simplement ajouté le A du STEAM, mais est devenu une véritable philosophie assez complète avec plusieurs débouchés. Alors je vais détailler chaque domaine en expliquant ce que ça peut contenir, ce que ça peut recouvrer, et je donnerai pratiquement à chaque fois des exemples de combinaisons de 2 domaines et de résultats que l'on peut obtenir en tous les cas que l'on a obtenus. Le domaine de la science, c'est celui qu'on connaît bien depuis l'école, le collège, le lycée. C'est celui des grandeurs physiques, de phénomènes et de leurs lois que l'on observe, et également de la méthode scientifique. Et étudier la science par les STEAM est effectivement une façon très pédagogique d'apprendre cette méthode. On réalise des mesures et des essais, on analyse des données et des résultats, et on procède à des démonstrations, puisqu'une fois qu'on a compris les phénomènes et les lois qui sont derrière, on démontre et on répète, on reproduit pour montrer que la théorie est établie. Et là, ça bug. Voilà. Donc, des applications typiques de la science et des domaines qui sont très en vogue et qui sont même poussés dans l'éducation et dans l'animation de clubs de loisirs ou de clubs scientifiques. C'est la météorologie et le climat, notamment avec l'observation des phénomènes climatiques extrêmes et que l'on a pu voir. Tout ce qui est exploration également de l'environnement, avec des thématiques comme la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Et un domaine qui se développe également très rapidement, c'est l'expérimentation assistée par ordinateur, le XAO. Pas seulement dans les cours de physique au collège, ni dans les clubs,
mais également tout un chacun a la possibilité de faire son propre banc d'essai sur des thématiques qui sont parfois assez pointues. Je citerai par exemple le projet OpenRad qui permet de développer, en étant très prudent, son propre détecteur de radiation et de faire des mesures de radioactivité pour voir si par hasard il n'y a pas une pollution cachée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les STEAM dans le domaine de la science? On peut inventer des expériences et les rendre ludiques et pédagogiques, développer l'expérimentation assistée par ordinateur, c'est-à-dire pouvoir fiabiliser le processus de réalisation de l'expérience et de collecte des données. Un exemple avec la turbidité. La turbidité, c'est la caractéristique d'un liquide qui est plus ou moins, on va dire, opaque, c'est-à-dire qui contient plus ou moins de matière. D'aspect, on sait que l'eau du robinet, si elle n'est pas claire, il y a tout de suite un doute. S'il est turbide, s'il y a des particules en suspension dans l'eau, on aura un doute sur sa qualité, et justement ce que sont ces fameuses particules. Donc là, par exemple, l'expérimentation est assez simple. On a un laser et une photorésistance, et on va mesurer, on va dire, la déperdition que l'on a en traversant le liquide. C'est exactement la même chose que l'on fait pour mesurer la qualité de l'air. Vous voyez ici le tracé du rayon laser à travers un verre qui n'est rempli que de particules en suspension qui ressemblent à de la farine, et une valeur qui est lue ici, qui dit que la turbidité a cette valeur, c'est la valeur qu'il est lue sur le port de l'Arduino, sur le port analogique. C'est une expérience très très simple, un banc d'essai encore plus simple, puisque un laser et une photorésistance, on trouve ça un peu partout dans les kits de composants achetés sur Internet. Et là, on peut lui donner du sens. On peut étendre ça sur la qualité de l'eau à un autre paramètre qui est sa conductivité. Donc la conductivité, qui est l'inverse de la résistance, on peut la mesurer en faisant passer un courant électrique entre deux électrodes et en mesurant la résistance de cette électrode. Donc voilà un autre banc d'essai, c'est le même. Un bocal vu de dessus, un capteur vu de dessus, et puis un thermomètre de précision, parce que la conductivité est liée à la température. La valeur standard de la conductivité, elle est mesurée à 25 degrés. Et d'ailleurs, pour savoir si ce qu'on mesure, c'est valide ou pas, il faut étalonner le banc d'essai. Et pour l'étalonner, il suffit de prendre 50 grammes de sel, de les mélanger le plus homogènement possible, avec la meilleure homogénéité, avec 1 litre d'eau, et on obtient un mélange à 25 degrés dont la conductivité est connue. Et cette conductivité, elle va varier en fonction de la température. Donc vous voyez, le petit banc d'essai, il est assez sympa parce que la température de l'eau, à moins de mettre un thermomètre ou les doigts dedans, on ne la sent pas. Or, le thermomètre la voit, et là, vous voyez, non seulement on la sent, mais on la voit. Si on est à 25 degrés, la LED RGB qui est en dessous du pot transparent s'éclaire en vert. Si on est en dessous, elle est éclairée en bleu, trop froid. Si on est en dessus, elle est éclairée en rouge, c'est trop chaud. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des mesures et de les comparer, par exemple, entre une valeur mesurée, ici, et une conductivité calculée par la formule à 25 degrés. Et donc, on peut vérifier que la conductivité mesurée à 77 degrés, elle est bien étalonnée. On peut comparer valeur calculée d'après la loi physique et valeur mesurée en rouge. Vous voyez, il y a des aléas de mesure, c'est normal, c'est un banc d'essai, il y a une erreur qui est liée à l'expérimentation. Ce que l'on appelle familièrement un coefficient de cellule qui correspond à la précision que va donner mon montage. Et tout ça, c'est fait assez simplement avec une technologie, on va dire, qui vient en appui des expérimentations. C'est avec Mblock et un langage de bloc qui est dérivé de Scratch, qui pilote à la fois l'éclairage de la LED RGB en fonction de la température mesurée par le thermomètre et qui mesure également la conductivité qui est mesurée à partir de la valeur renvoyée par le capteur. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire en science avec les STEAM, de l'expérimentation assistée par ordinateur. C'est à la fois très sympa à faire et c'est très pédagogique. Et ça ne coûte pas grand-chose. Une évolution avec Mblock et le cadre, un cadre fait avec les éléments en alu anodisés qu'on commence à connaître, un cas d'expérimentation dans lequel on peut mettre un bac avec un liquide ou au contraire un coffret en plexiglas avec des capteurs de qualité de l'air, par exemple, et puis un petit ventilateur pour ventiler ça. Les capteurs de qualité de l'air, il y en a à peu près une trentaine, qui mesurent soit un gaz spécifique, soit une qualité de l'air globale, soit la concentration de poussière. Et puis en haut, on a un petit module de Mblock qui s'appelle Auriga, qui a un cercle de LED qui permet on va dire, de restituer la valeur qui est mesurée de façon élégante et visuelle.
On peut aussi utiliser une nanostation. Voici une nanostation qui commence à être en vogue, qui est basée sur le même modèle que que Photon. Elle s'appelle WiPi, fabriquée par Picom. Et elle a un module intéressant qui s'appelle PiSense, qui contient des capteurs de température, humidité, pression, et surtout un petit datalogger, de quoi enregistrer les données d'expérimentation sur une carte SD. Pouvoir visualiser les données sur un ordinateur, c'est bien. Pouvoir les enregistrer pour les traiter plus tard, c'est mieux. Surtout si ça dure plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc ces petites nanostations peuvent être embarquées un peu partout. Ici, vous avez une station SenseAt montée sur un Raspberry Pi. Elle se programme avec Scratch et des extensions de Scratch pour SenseAt. Elle permet de dire la température, la pression, l'humidité, et de les restituer ici sur son petit écran, sa petite matrice de LED. Ce n'est pas forcément très lisible, mais ça fonctionne bien. La technologie, maintenant, le deuxième item, c'est peut-être celui qui est le plus riche. On fait énormément de choses avec la technologie, des choses qu'on faisait bien avant d'avoir constitué ce domaine de STEAM qui rassemble ces 5 disciplines. On fait de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique. On fabrique des systèmes embarqués qui doivent répondre à des conditions particulières de qualité et de fiabilité. On fait de l'usinage, ça on le fait depuis longtemps, du moulage et de l'impression 3D. On le fait depuis quelques années ou 2 dizaines d'années, mais on le fait de plus en plus. On fait également de l'automatisme. On utilise des capteurs pour animer des machines, des actionneurs pour renforcer la force humaine ou réaliser des actions. On fait de la mécatronique parce qu'on pilote ça avec des systèmes informatiques. C'est un domaine en vogue, la mécatronique. Si vous avez envie de poursuivre des études intéressantes après quelque chose qui était plutôt orienté mécanique ou électronique ou informatique, c'est une excellente voie. On fait également sur la partie soft de la programmation et du codage. On code de plus en plus des microcontrôleurs plutôt que des ordinateurs. On s'intéresse beaucoup à la communication et au réseau, notamment pour la circulation des signaux et des résultats. Et puis, on s'intéresse aussi à l'intelligence artificielle. Alors, dans l'intelligence artificielle, on met beaucoup de choses. Moi, je range plutôt ce qui est le haut de gamme, entre guillemets, ce qui est l'apprentissage non supervisé. Mais sous l'étiquette intelligence artificielle, on met également la reconnaissance de forme, qui est en fait de la reconnaissance de l'analyse d'images avec des recherches de traits caractéristiques qui correspondent à un code ou une séquence d'informations dont on va rechercher la correspondance dans une base de données. Alors, il y a un exemple qui est assez simple avec Coderoki et MacBook 5 qui permet de reconnaître votre âge à partir de la caméra de votre ordinateur. Je vous encourage à l'essayer parce que c'est très flatteur, ça nous rajeunit. Enfin, moi, ça m'a rajeuni de 10 ans. J'étais plutôt content de cette application. Et puis donc, gestion des données et data science. Et puis, sans oublier l'énergie. Quiconque a fait un montage qu'il voulait inscrire dans la durée ou qu'il voulait ambitieux en termes de pilotage et de commande, notamment, par exemple, mesurer la qualité de l'air avec des capteurs qui doivent être préchauffés avec une résistance et une certaine température, s'est confronté ou s'est retrouvé confronté à la gestion de l'énergie et a dû arbitrer entre une pile, une batterie ou quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, mes gardiennes du temps me disent qu'il faut que j'avance un petit peu plus vite, donc je vais avancer un petit peu plus vite. Donc, la technologie permet d'inventer des nanostations de mesure, de créer des robots explorateurs, de coder des algorithmes, de réaliser des objets en 2D. Alors, voilà une nanostation de mesure. Elle va être détaillée un petit peu plus loin. Donc, elle est constituée d'un microcontrôleur ESP32, un afficheur, un capteur et des capteurs de gaz. Ce qui est intéressant, c'est de fonctionner comme une gamme de produits, c'est-à-dire que voilà une autre station de mesure qui a une histoire. Elle est maintenant posée sur le robot. C'est un Arduino Uno, le plus standard du plus standard. Hein. C'est quelque chose qui est indémodable. Et puis, vous avez ici un shield datalogger avec un GPS et une carte SD sur lequel j'ai rajouté en fait un capteur BME, un capteur de Bosch, comme on trouve dans votre voiture ou dans votre climatiseur, qui mesure la pression atmosphérique, la température et l'humidité. Voilà des nanostations sans prétention. Donc le capteur, c'est le même, vous voyez, dans les deux cas. Et puis le capteur de gaz, comme je le disais, vous en avez plusieurs dizaines qui mesurent différentes choses. On peut faire des robots explorateurs qui font des choses assez diverses, qui portent des GoPro. On peut programmer avec un langage de bloc la mesure de poussière, dans le cas présent, avec un capteur qui est assez connu, le DSM 501, qui en fait n'est pas très précis, il y en a mieux. On peut coder ça aussi en micro-Python. Ça, c'est le code qui est livré avec la platine PiSense qu'on voyait tout à l'heure, donc ça se code assez bien.
Et puis on peut utiliser aussi Coderoki là, qui vous dit que l'indice de qualité de l'air, en appelant un service distant, donc en faisant de l'objet connecté. Il est connecté ici à un réseau dont le mot de passe est masqué parce que c'était celui de la maison. Il est connecté à un service qui lui dit qualité de l'air à Paris. Et ben, c'était 58 au monde à mesure. On aurait pu choisir Shanghai pour faire monter un peu la valeur ou autre chose. C'est un des exemples possibles d'utilisation. Je me trompe de sens. On peut également faire des objets 3D. Par exemple, ici, voici la base du drone Airblock de M-Block. L'idée, c'est de faire embarquer par le drone une petite charge utile avec une nanostation. Une toute petite, parce que c'est un drone, malgré ses 6 hélices, qui emporte peu de choses. Donc l'idée, c'est de faire une cage, et plutôt que de la faire en 3D, on va la faire en 3D, mais avec un stylo 3D. Alors, c'est pas beau, hein, c'est spaghetti, etc., mais c'est complètement fonctionnel. Là, vous le voyez évoluer dans le beau ciel d'Écosse, au-dessus d'un champ de moutons, où il a fini par atterrir parce qu'il était un peu difficile à piloter, qu'il y avait un peu de vent. Mais voilà un exemple de ce qu'on peut faire. L'idée est concrétisée. Et puis, un peu plus récent, donc, la station qui est sur le robot a été embarquée pendant un périple à moto au Népal de 14 jours sur 1200 km et à des altitudes qui variaient de 300 à 4000 mètres. C'était intéressant de voir de quelle façon la température, l'humidité et la pression atmosphérique variaient sur ce périple. Ici, vous voyez la courbe d'altitude. Donc, on démarre de Katmandou à 1300 mètres, un peu de tourisme dans la plaine de Chitwan à 300 mètres, puis après, on attaque jusqu'à 4000 mètres. C'était une petite randonnée au Népal. Hein. Certains montent beaucoup plus haut. Mais on voit bien que sur les 14 jours et les 1200 km, en prenant des mesures toutes les 5 minutes, la station a fait le job et a enregistré les données. Et après, on peut les restituer. Par exemple, en haut, vous avez la courbe des températures qui était enregistrée avec des petites vaguelettes qui correspondent en fait au moment où la station qui est ici était mise dans le sac à dos du pilote de la moto. Et donc, la température chauffe, monte à l'intérieur du sac à dos. D'où le deuxième diagramme en fait, qui filtre à partir des premières données à chaque début de campagne de mesure. On voit, s'il y avait besoin de le démontrer, que la température diminue avec l'altitude, si on se souvient de la courbe précédente. Et même chose pour l'humidité. On peut aussi, si on se souvient ou si on l'a lu du livre de Jules Verne, Les Enfants du Capitaine Grant, où on explique clairement pourquoi la pression diminue avec l'altitude. Pour s'en convaincre, on peut regarder, on va dire, un graphique qui l'illustre, sachant que l'altitude ici est restituée par le GPS et pas par le baromètre. Et donc, on peut vraiment confronter les deux séries de données et voir qu'il y a une ressemblance. Puis voir aussi que nul n'est parfait. Parfois, au niveau de l'altitude, le GPS avait du mal à trouver ses satellites, donc mettait des altitudes négatives, ce qui ne veut pas dire que le périple se terminait mal. Mais c'est l'illustration de la mesure assistée par ordinateur et d'une collecte de données sur une campagne de plusieurs jours. L'engineering maintenant, donc on arrive au milieu. Donc l'engineering, la discipline d'ingénierie, c'est construire, inventer, analyser la valeur pour que ce qui est construit soit en sens répondre à un besoin. Et puis c'est le métier de l'ingénieur, résoudre des problèmes. Les ingénieurs non seulement adorent ça, mais en plus sont formés à ça. C'est une optique de production industrielle, pas forcément de prototypage, avec une dimension qui est souvent oubliée, c'est la qualité et la sécurité. Et on fonctionne en mode projet, avec des phases d'intégration, de tests et de validation. La petite station Vendée au Népal a été testée sur le trajet Marne-la-Vallée-Paris, juste pour voir si les données collectées étaient correctes, si ça enregistrait bien. Essayez de le faire chez vous, de faire tenir un datalogger, donc carte SD, un GPS, un capteur BME dans le code d'un Arduino avec la taille mémoire disponible. Et moi, il m'a fallu plusieurs semaines pour y arriver, jusqu'à trouver la bonne librairie, etc. etc. C'est assez difficile. Parce que vous arrivez aux limites de la machine et l'Arduino, comme c'est marqué dans sa notice, à partir d'un certain niveau d'occupation de mémoire est instable. Vous pouvez mesurer, par exemple, mais vous ne pouvez pas enregistrer, ou l'inverse. Donc c'était assez sympa de voir l'application d'une méthode de résolution de problème à un petit bidule comme ça. Et puis c'est un terrain idéal pour les méthodes agiles comme Scrum, où on construit des choses à base de techniques de prototypage enrichies avec des petites séquences. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le maker et l'inventeur? Donc, concevoir et modéliser des systèmes, appliquer des techniques, appliquer une démarche de projet, créer par assemblage et réutiliser. Donc, modélisons un petit utilitaire, un ordinateur, comme le veut la logique de la mécatronique de l'automatisme, une logique de commande, des actionneurs ou effecteurs et des détecteurs ou des capteurs. Enrichissons-le, on rajoute une partie communication si on veut faire remonter, par exemple, les données vers un site ThingSpeak.
si on est en IoT. On a une base mécanique motrice qu'on considère comme un utilitaire. Ça peut être un drone flottant ou roulant ou volant. Et puis la gestion de l'énergie. Dans les actionneurs, on a à peu près tout, à base de moteurs, de pinces. Et dans les capteurs, c'est pareil, on a à peu près tout. Et ensuite, si on regarde les compétences qui sont utilisées, on doit être concepteur de programmes, connaître l'algorithmique jusqu'à l'intelligence artificielle. Pour les capteurs, connaître un peu de physique-chimie pour savoir les grandeurs physiques que l'on mesure et savoir comment étalonner notamment le matériel. Et puis pour les actionneurs, mécanique, électronique, etc., automatisme. Et puis si on a oublié ça, la dimension d'au-dessus, donc tout ce qui est communication. Voici par exemple le plan d'une station qui est à peu près exhaustif. Avec ça, on peut faire toutes les stations de mesure possibles. Qualité de l'air, qualité de l'eau, météo, etc. Donc voilà un exemple de conception. Voici un modèle de cycle de projet en Scrum, basé sur des sprints et des stories, qui est très pratique pour des gens qui préparent des trophées de robotique ou des compétitions dans lesquelles un certain nombre de choses est à faire à partir d'un cahier des charges dans un temps limité et avec un résultat imposé. Voilà un exemple de la logique de blocs où on assemble différents blocs qui sont a priori hétérogènes pour monter un projet que vous avez devant vous. Voilà. Ce projet de rover avec sa GoPro, ici il filme les vertes prairies d'Auvergne où il était en exploration. Il doit y avoir encore un peu d'herbe attachée à ses chenilles. Et ça a validé la conception. Et ici sa version définitive où non seulement il embarque une caméra pour regarder ce qui se passe, mais également la station de mesure pour garder les paramètres d'environnement. Si on veut mesurer la qualité de l'air avec ce robot, il suffit de remplacer le capteur BME 280 par un BME 680 qui a le même facteur de forme mais qui capte en plus, qui mesure en plus la qualité de l'air. Un point sur l'art, donc créativité, perception, effet sonore, changement de forme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Développer la créativité et créer des œuvres animées et connectées. Alors, dans les œuvres animées, voici la campagne près d'Amboise, un printemps, et un livre, une lecture de vacances de Pâques, Printemps silencieux de Rachel Carson, qui dénonce en 1962 la pollution. Et printemps silencieux parce que la pollution fait en sorte qu'il y a un traitement à base de pesticides qui est trop massif et les oiseaux meurent. Et il imagine un matin de printemps où il n'y a plus de son parce que tous les oiseaux sont morts. Ça arrive de temps en temps à différents endroits. Donc l'idée, c'est de bâtir une œuvre d'art là-dessus, une aquarelle, avec en haut à gauche la même photo que vous voyez précédemment, mais on va dire intacte. En haut à droite, un paysage nettement plus pollué et nettement moins sympa. En bas à gauche, quelque chose de très froid. Et en bas à droite, quelque chose de plus chaud. Première version avec, ici, 2 QR codes. Le premier est un lien vers un site qui explique la mesure de la qualité de l'environnement. Et le deuxième est le lien vers le site FixPeak qui reprend des données automatiquement remontées toutes les 20 secondes par une station météo. Et une nanostation qui est construite et qui, dans une deuxième version, est à l'intérieur du petit bouquin. Alors, elle est construite comment? Ici, elle a un petit afficheur qui récite le poème de Rachel Carson. Ensuite, elle a la mesure traditionnelle, température, humidité, pression atmosphérique et altitude à partir de la pression. Et enfin, elle mesure à partir des 2 capteurs de pollution que l'on a vu tout à l'heure, de qualité de l'air, pardon, l'indice de qualité de l'air, la concentration de CO2, et elle met un message quand elle renvoie les données vers ThinkSpeak. Voilà la page ThinkSpeak qui est associée, et donc on peut y accéder directement à partir du QR code. Les maths, pour terminer, donc les maths nous servent à faire des calculs, souvent de probabilité ou de l'analyse, à définir des algorithmes, faire de la statistique et des prédictions, appliquer des heuristiques, des modèles numériques et d'apprentissage supervisé. Qu'est-ce qu'on fait? Que font les maths pour les makers et l'inventeur avec les STEAM? Elles permettent d'exploiter ces données et d'inventer de nouvelles visualisations, en particulier géolocalisées. Par exemple, les données collectées par la station pendant les 15 jours du périple, les voici au format brut, collectées dans un fichier CSV. Donc c'est à peu près 1600 points de mesure, parce que c'était intermittent, la station était débranchée quand le pilote ne se déplaçait pas. Pas la peine d'avoir plusieurs fois les données au même endroit, sauf pour savoir comment la température et l'humidité évoluent au cours de la nuit à 4000 mètres d'altitude. Mais on se doute un peu comment ça se passe. La même chose dans Excel, on a simplement importé les données, vous avez vu les restitutions dans les slides précédents. Mais plus intéressant, on peut utiliser un outil open source qui est Canime, qui est un outil fait par des universitaires allemands qui fonctionne dans une logique de flow. Ici, on a la lecture d'un fichier Excel,
une codification en fonction de la valeur de l'altitude qui donne une couleur différente. Et puis ici, on a une cartographie en appelant un service distant OpenStreetMap. Et qu'est-ce que ça donne? Ici, vous voyez la station à différents endroits du périple. Et ici, vous voyez les points de mesure en partant de Katmandou, où il fait, c'est à 1300 mètres. La plaine du Chitwan, qui est très jolie, à 300 mètres d'altitude. Donc vous voyez, vert clair, c'est basse altitude, bleu foncé. Et puis on monte tranquillement jusqu'à la vallée du Mustang, autour de l'Annapurna, qui elle est à 4000 mètres, et on redescend. On s'aperçoit de la variation de distance entre les points qui correspond à la variation de vitesse du véhicule. Et vous voyez que pour monter, c'est quand même assez long. Et on peut utiliser cet outil. Donc là, j'étais sur une carte Mapnik, qui est une carte type carte routière géographique, où on peut utiliser un service Bing, ici, qui vous donne avec la fonction de zoom, exactement, si vous voulez tester la précision du GPS. Ici, un point bleu qui est un point de mesure avec l'altitude, qui est pile sur la piste qui a été empruntée. Et on retrouve ici la trajectoire du véhicule de la moto autour du temple de Muktina à 4000 mètres d'altitude. Voilà, un petit instant de poésie et de rêverie avec, on va dire, la vision que l'on avait là-bas. Donc voilà pour l'estime. Si on devait faire une courte synthèse, on dirait que finalement les fondamentaux, et contrairement à une autre approche qui ne place pas ces fondamentaux, ce serait plutôt les maths et la technologie qui aident à bâtir des projets STEAM. Les maths pour l'exploitation des résultats, parce que j'ai encore vu rarement un maker écrire à l'avance les équations du mouvement d'un bras robotisé. Hein. Les équations différentielles, ça vient après pour démontrer que c'est bien ça qu'il fallait faire. Le bras robotisé, dans la démarche que l'on voyait technologie, il est vu comme un tout. Celui-là, il vient d'un kit mail-block qui s'appelle Ultimate. Il a été branché sur un autre bloc qui a un socle Ranger. Mais on ne se préoccupe pas de savoir comment ça fonctionne, ce pantographe. Comment ça se fait que la nacelle elle reste horizontale alors que le bras bouge? Bon, ça c'est de la mécanique, ça s'explique par des équations, mais on n'en a pas vraiment besoin. Les maths sont surtout là pour expliquer simplement les résultats et donner un raisonnement mathématique qui tend parfois à s'effilocher un petit peu au profit du plaisir, on va dire, de la réalisation. Donc, comme l'art, en fait, les maths apportent l'abstraction. Les applications, elles sont de plus en plus scientifique, l'expérimentation assistée par ordinateur. Et puis, on rejoint les dimensions d'engineering parce qu'on s'aperçoit que les makers font des projets de plus en plus ambitieux qui demandent de la construction, de la réflexion, de la conception et des tests pour éprouver la fiabilité et la qualité. Et la nouveauté qui est sympa, c'est la dimension artistique, comme on le disait en préambule, soit parce que c'est elle qui apporte une capacité de créativité, de sérendipité, de prévoir, de voir les choses autrement. Et puis, autre chose sympa, à l'inverse, c'est qu'on peut appliquer les technologies, les domaines, les les maths, etc., à des œuvres d'art qui sont connectées et qui sont animées. Voilà, à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, merci pour votre attention.